Voilà, super. Donc bonjour à tous, moi je suis Bachir Bacha, je suis associé chez PwC dans les équipes forensiques. En 2 mots, forensique, qu'est-ce que je fais? Je travaille sur des sujets de prévention, détection et surtout investigation de sujets de fraude. Fraude notamment en lien avec des sujets judiciaires. Je ne vais pas m'étendre sur mon travail, mais je voulais simplement me présenter rapidement. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, on va parler de fraude et de technologie dans un environnement, je dirais, où la fraude elle est en constante évolution, notamment, et comme c'était souligné tout à l'heure par François, avec une professionnalisation des réseaux de fraudeurs, et ça, c'est un élément extrêmement important. On va s'interroger aujourd'hui sur comment la technologie va aider à la lutte contre la fraude et quelle est la place de l'humain dans l'utilisation de la technologie. Est-ce que il va être remplacé? Est-ce qu'il va pouvoir leverager dessus? En tout cas, comment dans le futur ça va s'articuler, humain et technologie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais proposer à tout le monde de dire 2 mots pour se présenter. Donc, est-ce que tu veux commencer? Avec plaisir. Bonjour à tous. Sophie Maro-Rémy, moi je suis directrice marketing et partenariat chez Fintecture. Donc Fintecture, on est un établissement de paiement français spécialiste des encaissements par virement. Donc on a nos racines dans l'open banking. On a démarré par une solution de paiement basée sur l'initiation de paiement et on a depuis fortement développé notre offre de virement qui permet aujourd'hui nous équiper des grands comptes. Donc on travaille avec des mastodontes type Edenred, le groupe ADO, donc Leroy Merlin, Bricoman, Saint-Gobain Distribution. Là, on vient de signer Maison du Monde et Total. Donc voilà, quelques belles marques. Et depuis 4 ans qu'on distribue nos solutions, on voit une très forte accélération de nos volumes depuis l'année dernière qui ont été multipliés par 6. Donc voilà, forcément, qui dit augmentation des volumes de paiement, dit augmentation de la fraude. Et donc, je serais ravie de partager notre expérience sur le sujet. Bonjour à tous, je suis Karine Demonnet, la directrice de la conformité et du contrôle permanent chez BPI France. Donc BPI France, basiquement, on va dire une banque spécialisée dans le financement des entreprises. Pas de compte bancaire, pas de moyens de paiement qui seraient offerts à nos clients, mais pour autant une exposition à la fraude. Un asset manager spécialisé en private equity, donc beaucoup d'opérations de haut de bilan, et également un opérateur pour le compte de l'État, puisque nous sommes l'opérateur qui agit pour les exportateurs français et qui les assure lors de leurs opérations à l'international. Bonjour à tous, Laure Littler, moi je suis CEO de Honnet Trust. Donc Honnet Trust, filiale du groupe Honnet, groupe Honnet lui-même filiale de BPCE entre autres. Et Honnet Trust, donc nous sommes une entreprise qui fait vraiment de la lutte contre la fraude pour le e-commerce historiquement. Et on s'est spécialisé dans la lutte contre les identités synthétiques, donc tout ce qui est identité digitale, on va dire falsifiée. Et on vend évidemment ces solutions aussi au secteur de la banque et de l'assurance, puisque l'identité synthétique est devenue malheureusement le fonds de commerce de beaucoup de fraudeurs. Bonjour à tous, merci à Finance Innovation du coup au nom de tout le monde. Cécile, chez Innovatic, on fait de l'extraction intelligente de données dans les états financiers, les bons vieux PDF, ça existe encore. Et dans ce cadre-là, en fait, on est le premier rempart contre la fraude documentaire au crédit, qui est quand même un marché d'à peu près 3 000 milliards d'euros. Et dans cette chaîne de valeur du crédit aux entreprises et aux particuliers, eh bien, le premier chantier, ça reste encore la disponibilité et la mise en qualité de la data. Et c'est là qu'on intervient en fait pour faciliter l'accès à cette data. On la nettoie, on la vérifie pour les établissements de crédit. Voilà, donc on travaille avec la plupart des banques en France. On s'étend un peu en Europe et on est super fiers parce qu'on vient de déposer un brevet international sur notre méthode hybride IA humaine il y a quelques jours de cela. Bonjour à tous, Jean-Daniel Guyot, président du directoire de Memobank, qui est une banque de plein exercice pour les PME et ETI. On fait 2 grandes choses. On s'occupe de la banque de tous les jours pour ces PME et ces ETI en leur fournissant le maximum de logiciels. Et on a aussi une grosse partie paiement, automatisation, API, réconciliation, qui est quelque chose qui se développe énormément. Et donc, bien sûr, on a beaucoup de sujets de fraude, que ce soit pour nous ou pour nos clients.
Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Donc moi je suis Pierre Pontier, j'ai la joie de diriger Namirial en France. Donc Namirial, nous sommes un éditeur de logiciels dans la confiance numérique et notamment sur l'identité et la fraude documentaire et aussi la signature électronique. Donc nous sommes un acteur européen, nous traitons plus d'1,5 million d'identités par mois, donc nous sommes vraiment sur de la fraude à l'identité et nous luttons contre l'usurpation d'identité. Ça fait depuis plus d'une dizaine d'années que nous avons notre propre moteur d'IA justement pour lutter contre la fraude documentaire et identitaire. Donc l'idée c'est d'échanger un petit peu avec vous par rapport à tout ça et à ce titre nous sommes assez présents dans le secteur de la banque. Merci à tous, c'était très important je pense de savoir à qui vous parliez et qui vous parlait. Pour répondre à la question qu'on nous pose, on va voir globalement 3 choses aujourd'hui. Quelles sont les tendances actuelles globalement? Quels sont les outils qui fonctionnent actuellement et comment on les opère? Et quelle est la vision, je dirais, du panel qu'on a dans le futur, sur les 4-5 prochaines années? Comment on va pouvoir encore plus leverager sur les outils technologiques? Donc, première question sur les tendances. Peut-être Jean-Daniel et Karine, vous qui êtes les banquiers, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que vous voyez dans les tendances de fraude actuelles et notamment les tendances de fraude externe? C'est ce qui nous intéresse principalement. Oui, alors je pense que ça a déjà été dit et que vous êtes tous bien au fait, mais la fraude documentaire, de plus en plus, les relations entre le banquier et le client sont intermédiées par ce qu'on appelle un ordinateur. Quand vous rencontriez votre client physiquement, historiquement, il avait plus de difficultés à vous mentir. Pourquoi? Parce que déjà, parfois, il avait des plaques rouges. Parfois, oui, il avait les yeux qui se levaient en haut, à gauche, à droite. Vous aviez des signaux pour vous dire que, en gros, vous étiez en train de vous faire pipoter. Quand on s'adresse à des clients qui sont derrière un PC, puisque avec le Covid aussi, on a vu, notamment nous, chez BPI France, on a digitalisé beaucoup la relation client. Et c'est un trend, c'est pas aujourd'hui qu'on va le démentir. Derrière un ordinateur, finalement, le client, il a moins de peine, voire moins de scrupules à vous mentir, à répondre positivement à des questions où la réponse est clairement pas vraie, à vous pipoter sur ses chiffres, son chiffre d'affaires, le nombre d'années d'existence de son entreprise, et puis à vous uploader des documents qui ont été falsifiés. Donc, est-ce que cette tendance, on est les seuls à la rencontrer? Je ne pense pas. Rassurez-nous, vous êtes tous dans notre cas. Clairement, la fraude documentaire, c'est le sujet sur lequel on se bat tous et on essaye d'être efficace, à mon sens. Chez nous, le sujet, il est aussi, alors je suis entièrement d'accord, l'autre sujet, c'est la gestion des flux. Nous, ce qu'on voit de plus en plus, alors bien sûr, il y a tout ce qui est question de fraude carte, ça c'est clair, ça fait longtemps que c'est là et c'est prêt, ça va rester. Bien sûr, on lutte contre ça, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est aussi la fraude sur les IBAN. Pourquoi? Parce que beaucoup ont toujours considéré et considèrent encore que l'IBAN est une donnée qu'on peut partager, qu'on peut donner à tout le monde, qu'on peut mettre sur des factures sans problème, alors qu'en réalité, c'est une donnée sensible. C'est vraiment l'équivalent, quasiment l'équivalent de donner son numéro de carte. Et quand c'est un IBAN, on ne sait pas pourquoi, on se dit tiens, je vais le donner. Donc il y a beaucoup de... Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de solutions pour éviter ça. Maintenant, de plus en plus d'acteurs, on en fait partie, essayent de trouver des solutions pour énormément sécuriser ça. Les paiements SEPA, les paiements SWIFT, ont beaucoup progressé. Il y a beaucoup plus de volume qu'avant, et ça continue de grandir. On ne s'en rend pas forcément compte non plus, mais en réalité, c'est des effets de réseau. Donc, la courbe de messages et de paiements qui passent par les réseaux augmente vraiment substantiellement chaque année. Et avec ça, évidemment, la fraude, les fraudeurs sont aussi bien sûr malins et donc vont maintenant sur ce genre de techno. Donc, on pourra en parler. Il y a pas mal de solutions, les IBAN virtuels, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et ça va, dans les évolutions à venir, il y aura beaucoup de choses qui vont aller contre la fraude sur ce moyen de paiement. Merci Jean-Daniel, Karine. Parmi les fraudes citées, notamment autour des IBAN, des dossiers de crédit,
On a cité aussi les fraudes cartes, les fraudes transactionnelles un peu plus classiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les solutions, outils qui sont utilisés maintenant et qui fonctionnent, que ce soit sur des problématiques d'identité ou de scoring? Ouais. Oui, peut-être pour compléter la question précédente, et ça va faire le lien, c'est qu'en fait, il y a aussi une fraude à la SCA. D'ailleurs, il y a beaucoup, tout suivi la campagne de la Banque de France et conjointement des banques sur le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, là où la SCA donc était quand même mise en place comme un rempart dans la lutte à la fraude, notamment dans le paiement carte, mais c'est pareil sur le paiement par initiation de paiement, où on demande une SCA pour valider l'exécution du virement. On considérait effectivement que ça permettait de réduire ça, sauf qu'avec l'usurpation d'identité, en fait, cette SCA tombe. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui valide n'est pas celle qui devrait valider, quoi, concrètement. Donc, cette recrudescence de l'ingénierie sociale, elle touche tous les moyens de paiement, donc nous, on le voit de manière très forte. Et c'est vrai que dans le virement, les banques ont déjà des remparts en place anti-fraude, c'est-à-dire qu'évidemment, à partir du moment où le virement est exécuté et passe, entre guillemets, la porte de la banque émettrice, il y a effectivement un certain nombre de contrôles qui sont opérés. Sauf qu'en fait, on voit que nous, on en arrête beaucoup en deuxième ligne de défense aujourd'hui dans le paiement, et que chez Fintecture, toutes nos solutions de virement, on intègre, évidemment, c'est obligatoire en tant qu'établissement de paiement, un monitoring de toutes nos transactions, mais on a rajouté un paramétrage aussi spécifique pour certains marchands que nous on appelle le Premium Fraud Shield, qui est vraiment un rempart complémentaire qui permet en fait d'étudier plusieurs infos. Déjà, dans le virement, il y a énormément de data, donc ça nous permet de vérifier l'identité du payeur. Ça nous permet aussi de cross-checker ces informations avec d'autres, c'est-à-dire l'empreinte numérique. C'est-à-dire qu'un utilisateur, on vient de checker son adresse IP, est-ce qu'il a un VPN, d'où est-ce qu'il émet son virement, etc. Il y a des règles de cohérence, j'allais dire aussi, par rapport à l'acte d'achat. Et on vient le renforcer aussi avec le comportement d'achat. C'est-à-dire qu'un payeur qui achète 3 iPhones en 5 minutes, on peut se dire qu'il y a quand même un truc un peu louche. Donc tout ça, en fait, aujourd'hui, les banques n'ont pas forcément les outils, notamment dans le cadre d'une analyse en virement instantané avec des systèmes d'information qui sont capables d'intégrer l'ensemble de ces données transactionnelles et en temps réel. Donc il y a un double enjeu d'évolution des systèmes d'information, là où évidemment une fintech est beaucoup plus agile et où on a pu décliner beaucoup plus rapidement ce type de solution complémentaire qui est paramétrable. Ensuite, avec le marchand, on a témoigné par exemple sur ce sujet avec le Roi Merlin la semaine dernière à Univers Swiftnet. Un site comme le Roi Merlin, hyper exposé, marque préférée des Français, blablabla, évidemment, ils sont hyper attaqués et notamment très, très exposés à l'usurpation d'identité. Si on n'avait pas déployé une solution comme ça aujourd'hui, clairement, c'était pas possible de maintenir cette méthode de paiement qui, pourtant, par ailleurs, leur apporte beaucoup de valeur aujourd'hui pour transformer des hauts paniers. Donc voilà, c'est juste un exemple du type de solution aujourd'hui qu'on va mettre en place, où effectivement, on vient tirer partie de l'IA, c'est-à-dire vraiment venir analyser en temps réel l'ensemble de ces données et venir apporter une décision, ou en tout cas lever un flag, j'allais dire, à un analyste si besoin, si c'est un montant important. C'est aujourd'hui absolument clé pour lutter contre ce phénomène. Merci Sophie. Est-ce que Cécile, tu veux nous en dire un mot? Je vais rebondir sur la problématique de Karine. On essaye d'accompagner au mieux en fait la plateforme Flash de BPI France. Je prends ce cas très concret. En fait, BPI France Flash consomme régulièrement en live en fait notre API pour qu'on puisse vérifier et analyser en temps réel les documents qui sont donc déposés par le chef d'entreprise, enfin a priori lui, et son expert comptable. Ça qui est aussi, je trouve, super malin. C'est-à-dire qu'en fait, BPI France a déporté la responsabilité, au moins, je crois, des comptes annuels, les 3 derniers comptes annuels, à l'expert comptable du chef d'entreprise pour justement, j'imagine, minimiser encore plus la fraude quand même. Et donc nous, on a notre mission chez Innovatic, c'est de traiter en temps réel et surtout d'analyser les incohérences. Nous, on appelle ça plus des incohérences que des suspicions de fraude, mais des incohérences qui sont liées au format du document, mais aussi surtout à la data qu'il y a dedans. De l'analyser en temps réel, et sachant que notre positionnement, en fait, c'est notre credo, c'est de ne faire partir aucune alerte aux clients sans que ça ait été validé par un humain chez nous, par l'équipe. Donc il n'y a rien de tout automatique sur ces vérifications d'incohérence. Voilà, ça peut être, il y a parfois des choses effectivement grossières, parfois un peu plus fines.
parfois qui ne sont dus que sur des numéros de pages qui ne sont pas cohérents, enfin qui ne se suivent pas. Et voilà. Donc il y a toute cette intelligence aussi humaine qui est importante. Et on a fait du coup aussi du cousu humain et des alertes très très personnalisées pour BPI, pour coller au plus en fait au cas et au cas de suspicion. Ouais. Merci Cécile. Pierre, tu veux nous dire un mot ? Le premier point contre la fraude, c'est d'essayer d'avoir un coup d'avance et surtout de ne pas trop se dévoiler tout de suite vis-à-vis des fraudeurs. Donc en fait, le point, c'est d'essayer de ne pas perturber l'expérience client, essayer vraiment d'être en sous-marin sur tous les contrôles et à un certain moment peut-être trouver le contrôle, le killing control qui va dissuader le fraudeur. Et nous, dans nos solutions, en fait, l'idée, c'est vraiment de s'adapter aux besoins des clients et de regarder où ils souhaitent mettre le curseur entre sécurité et fluidité de l'expérience client. Et à ce titre, par exemple, un des gros points, c'est comment lutter contre l'usurpation d'identité et comment je souhaite gérer mon risque. Est-ce que j'ai un métier de volume et à ce moment-là, je peux prendre le risque d'avoir une usurpation d'identité parce que ça sera couvert par tous les cas passants qui ne provoquent pas de la fraude, soit j'ai vraiment besoin de m'assurer que j'ai des vrais documents, j'ai tout qui va bien, maintenant je n'ai pas la bonne personne en face de moi. Et pour ce faire, et comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a énormément de choses maintenant qui se passent à distance. Et là, à aujourd'hui, le seul moyen réel de lutter réellement contre l'usurpation d'identité physique, c'est de faire ce qui s'appelle le face matching, c'est-à-dire qu'en plus de présenter votre pièce d'identité, vous vous filmez. À ce titre, côté Namirial, via la solution Neteos, nous sommes prestataires de vérification d'identité à distance. Donc ça, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information française qui a délivré un certificat qui donne à l'identité à distance exactement la même valeur qu'un process face à face. Et donc, toutes ces technologies, il y a de la base d'IA et aussi de contrôle humain. Et à ce titre, nous avons fait le choix, nous, d'avoir une équipe dédiée de contrôle de la fraude en France et dans l'inclusion. Merci Pierre. Laure, je voulais t'interroger sur notamment le profil des fraudeurs, parce que quand on a préparé, on a discuté longuement sur notamment les équipes d'investigateurs qui voyaient beaucoup de choses, mais peut-être que tu peux nous dire aussi 2 mots sur les outils performants qui existent à l'heure actuelle. Merci. Non, mais globalement, et ça fera effectivement le lien avec les profils, tout ce qu'on se dit là depuis tout à l'heure, c'est bien qu'on a un panorama et un monde de la fraude qui a totalement, on va dire, explosé et qui s'est transformé suite à la DSP2. C'est-à-dire qu'avant, finalement, avant la DSP2, on avait des moyens de paiement volés et quelque part, on luttait contre du vol de moyens de paiement. Post-DSP2, c'est plus compliqué de faire de la fraude aux moyens de paiement. Donc les fraudeurs, évidemment, qui passent leur journée à trouver des failles, ont trouvé plein d'autres failles. Et on a aujourd'hui, du coup, on est confronté aujourd'hui à une multitude de modes opératoires différents. Que ce soit effectivement quand on est en banque, que ce soit quand on est dans le monde du commerce, puisque nous, on travaille des 2 côtés. Dans le monde du commerce, si je prends un exemple du coup, qui n'a pas été cité aujourd'hui, on se parle de fraude de retour et de fraude de remboursement, qui forcément vient impacter aussi fortement les banques derrière. On voit vraiment des modes opératoires qui se multiplient et des fraudeurs qui s'engouffrent dans toutes les petites failles qu'on a dans nos processus, qu'ils soient des entrées en relation à distance de banque, qu'ils soient des processus simplement de vente dans le commerce. Et donc, on est obligé, et on le voit avec tout ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, d'avoir un arsenal très large pour répondre à tous ces cas d'usage différents, avec, et tout le monde l'a dit aussi depuis tout à l'heure, un point commun derrière tout ça, c'est quand même cette notion d'usurpation d'identité, cette notion d'identité falsifiée, parce que la première chose que fait un fraudeur, c'est bien effectivement de falsifier son identité. Et donc pour en venir rapidement effectivement à ce qu'on fait nous chez Honnêtrust, c'est qu'effectivement on est capable, à partir des quelques éléments d'identité que va nous donner un fraudeur qui soit fait une entrée en relation pour par exemple ouvrir un compte bancaire ou effectivement qui veut passer une commande, on est capable de déterminer si ces données qu'ils nous communiquent ont ce qu'on appelle les poches pleines, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont une histoire, est-ce qu'elles ont déjà été utilisées ou est-ce que finalement elles sont récentes et donc probablement créées pour perpétrer un délit.
Merci beaucoup, Laure. Lorsqu'on a préparé aussi cette table ronde, on a parlé d'un sujet qui était la collaboration entre acteurs du secteur pour mieux lutter, pour mettre en commun des données et avoir des bases plus partagées sur les réseaux de fraudeurs et pouvoir capitaliser sur les bonnes pratiques de chacun. Est-ce que Jean-Daniel, tu veux nous en dire 2 mots, s'il te plaît? En tout cas, sur ce que tu peux faire et ce que tu peux voir. Oui, alors c'est vrai que pour l'instant, il n'y avait un peu qu'une seule façon pour gérer assez de données pour pouvoir faire des stats et pour pouvoir prendre des décisions par rapport à ces données. C'était d'être tellement gros. En fait, on voyait passer beaucoup de transactions. Donc ça a été le cas notamment des acteurs de l'acquisition carte qui sont devenus pour certains tellement gros qu'ils voyaient passer, je sais pas, peut-être 5% des volumes Internet, paiement par Internet, et ça suffisait pour eux à commencer à faire des stats. Est-ce que les résultats sont probants? Un peu, mais c'est pas non plus une révolution. Donc une façon d'aller plus loin, c'est de mettre en commun effectivement toutes ces données. C'est ce que commencent à faire, alors au niveau CEPA, les chambres de compensation notamment, parce que c'est l'endroit vraiment où tout passe. Donc là, il n'y a même pas de question de le flux m'appartient pas. C'est là où tout va passer. Donc, on a un bon point, des bons points en tout cas, pour vraiment avoir la donnée, capter la donnée et comprendre ce qui se passe. Il y a une petite révolution qui va arriver, notamment à partir de l'année prochaine, c'est la vérification du payé. Verification of Payee, le VOP, qui va notamment obliger tous les acteurs à vérifier que l'IBAN correspond bien au nom qu'on a nous. Et la meilleure façon de le faire, alors on peut le faire dans son coin, mais c'est compliqué. Une des façons qui est en train d'être mise en place, c'est justement au niveau réseau, au niveau des schemes, en fait, d'avoir ces systèmes, ce qui permet de voir tout passer. Et on va travailler justement sur la fraîcheur de la donnée. Est-ce que l'IBAN est nouveau? Et du coup, il va falloir regarder un peu ce qui s'est passé sur cette IBAN. Est-ce que l'IBAN, au contraire, a un passé et donc peut être considéré comme safe? Ou alors est-ce qu'une banque a considéré que c'était une fraude et donc a signalé par rapport à cette IBAN que c'était une fraude? Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Les banques aussi peuvent proactivement, à un moment donné au système, l'ensemble de leurs données. Donc elles ne donnent pas aux autres acteurs, donc on garde quand même un peu la souveraineté de ces données, mais on peut la partager de manière un peu anonyme, ce qui fait que tout le monde cède. Et ça, c'est ce genre de choses qui est extrêmement efficace. Je ne suis pas assez connaisseur des réseaux scheme carte pour savoir si ça se fait. À ma connaissance, non. Mais en tout cas, c'est ce qui va arriver sur les virements, que ce soit côté SWIFT ou côté CEPA. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait partie de effectivement, toutes les choses qui vont être mises en place dans les prochaines années pour lutter contre la fraude. Okay. Merci, Jean-Daniel. Comme quoi, parfois, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'IA. C'était aussi l'objet de la question. Est-ce que Karine, tu veux nous dire quelque chose à ce sujet? Oui, alors en effet, je vous rejoins. Nous, l'une des utilisations assez pragmatiques, c'est on fait plein de vérifications sur le client, on pense qu'il est honnête et que c'est bon, on peut y aller, on peut décaisser. Et à un moment donné, il va falloir décaisser sur un compte bancaire. Nous, on n'est pas établissement teneur de compte, donc on décaisse chez une banque partenaire. La vérification du couple Sirène-IBAN, pour nous, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'on a fait toutes nos due deals. En termes de lutte contre le blanchiment, lutte contre la fraude, on est bon. On pense que notre client, il est safe. On pense qu'il ne nous a pas menti. On pense que tous ces documents sont corrects parce qu'on est passé par plein de briques de vérification. Et à la fin des fins, on va décaisser. Et donc, pour nous, c'est essentiel d'avoir effectivement un retour des banques qui nous confirment, oui, le couple est de confiance. À l'inverse, je n'ai pas de banque qui m'a confirmé que le couple était de confiance, ou j'ai un hit en me disant non, cet IBAN-là, il ne correspond pas à ce Sirène. Karine, tu es en train de te planter. Donc là, on va bloquer l'opération et on va réaliser des diligences complémentaires. Peut-être que l'information était de mauvaise qualité et que le couple était réellement de confiance, mais on n'ira pas sans avoir réalisé ces diligences complémentaires. Et ça, c'est vraiment nouveau pour le coup. Et les diligences complémentaires, elles vont être en fonction des cas. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un truc automatique. On va regarder au cas par cas. Et là, je suis bien contente d'avoir des équipes humaines avec un cerveau qui vont regarder le dossier, qui vont l'investiguer et qui vont ensuite faire une préco. C'est très clair. Pierre?
Au niveau de la révolution que va apporter le contrôle de l'identité sur les RIB, il y a aussi un autre système en France qui s'appelle Mobile ID. En fait, c'est la possibilité de contrôler l'identité de la personne qui détient le téléphone portable, et ils ont un système qui s'appelle ID Verify. Et donc ça permet de remonter à l'identité réelle du client. Alors une fois de plus, il peut prétendre que c'est quelqu'un d'autre. Et donc c'est pour ça qu'à un certain moment, le recours à des technologies de face matching ou à carrément une conversation avec un vrai humain, ça peut être très, très important. Et dans tout ça, ça garantit aussi la solidité juridique de vos contrats. Parce qu'à un certain moment, quand vous signez électroniquement, le client, à un certain moment, doit, dans certains cas, apporter la preuve que ce n'est pas lui qui a signé, ou au contraire que c'est lui qui a signé. Et donc tout ça, tous ces dispositifs ont plutôt tendance à dissuader quand même certains fraudeurs. C'est le premier point. Le deuxième point, sur la collaboration entre industriels, très clairement, nous disons bon en tout, bon en rien. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la fraude devient de plus en plus complexe. Et donc, le secret réside souvent dans des combinaisons, par exemple, des scorings à l'identité synthétique, plus de la vraie identité physique. Ou alors, l'autre possibilité, c'est aussi de se dire, je fais effectivement confiance à un traitement de masse de l'IA, et ensuite, ça vient être confirmé par un humain. Et au niveau de l'IA, il y a quand même un cercle, et je souhaite vraiment le dire, c'est que le premier lieu commun, j'enfonce une porte ouverte, mais pour créer un modèle d'IA, au début, il y a un humain. Et donc, l'IA, elle commence par l'humain. Et quand nous parlons du machine learning ou du deep learning, à la fin, c'est bien l'humain qui améliore les modèles. Et ça, c'est hyper important. Et notamment sur l'identité, où vous n'avez pas de jeu de données. En fait, les jeux de données, ils sont créés par le volume et par l'humain. Et aujourd'hui, alors sans dévoiler tous nos secrets de fabrique, nos opérateurs antifraude, aujourd'hui, nous couvrons plus de 100 pays sur les documents d'identité. Le premier point, c'est que nous récupérons certaines identités que nous avons et nous faisons ce que nous appelons des grilles de contrôle pour contrôler les documents. Et tant qu'il n'y a pas assez de documents, le modèle d'IA n'est pas performant. Donc le seul moyen, c'est vraiment de passer par un opérateur humain. Merci beaucoup, Pierre. Et peut-être pour compléter, oui, l'humain ayant le coût que nous connaissons tous, évidemment, l'enjeu, c'est de faire un tri progressivement au fur et à mesure de la chaîne pour ne devoir passer en investigation humaine que là où on a les plus gros doutes. Et donc, voilà, d'où l'enjeu d'avoir des solutions automatisées en amont qui font le tri des faux positifs et qui permettent vraiment de se concentrer humainement là où il y a de l'enjeu. Bien sûr. Non, c'était juste pour compléter effectivement cette notion de collaboration, parce que nous, on le voit également, c'est-à-dire que, alors, bon, déjà, il y a un contexte DSP3 qui va encourager quand même les acteurs à collaborer aussi dans la lutte contre la fraude, parce qu'en réalité, la lutte contre la fraude, il y a un truc un petit peu contradictoire, c'est-à-dire que tout le monde veut lutter, et en même temps, on ne va pas se mentir, c'est un sujet, on le représente un peu tous ici quand même, qui fait partie de notre offre, donc qui fait aussi partie de notre valeur ajoutée, d'un savoir-faire. Donc en fait, on est un peu dans cette contradiction. Donc aujourd'hui, le régulateur vient dire non, on va entre guillemets un peu forcer aussi certains acteurs à collaborer pour réduire la lutte antifraude, et notamment les TPP, enfin les third-party providers, les PSP comme Fintecture et les banques, pour mettre en commun un certain nombre de données et encadrer ce partage de données. Donc ça, c'est juste un aspect réglementaire, parce que je crois que là, le régulateur est dans son bon droit, je veux dire, de dire, bon, on sait que ça fait partie, entre guillemets, de votre offre à un côté défensif et différenciant d'avoir ce type de dispositif intégré de lutte antifraude, et en même temps, il y a un autre aspect sur lequel ça fait du sens de venir ouvrir vos données et de les partager et d'être plus véloce dans la lutte antifraude. Donc voilà. Et dans la collaboration, je pense qu'il y a un autre acteur à considérer qui est le marchand. Enfin, par exemple, nous, dans des transactions marchandes, le marchand lui-même, en fait, a beaucoup d'informations, et souvent, on parlait d'humain et d'IA, c'est-à-dire qu'en dépit de tous les dispositifs, l'arsenal que la banque ou le prestataire de paiement va déployer, moi, des fois, ça me fait sourire quand je vois un marchand regarder en 2 minutes une transaction et par réflexe métier dire « Ah ben ça, c'est de la fraude ».
c'est-à-dire qu'en fait, voilà, la composition du panier, selon la verticale, selon l'heure d'achat, enfin, voyez, donc il y a aussi cette connaissance métier. Et je pense qu'évidemment, cette connaissance métier, on peut la transposer dans l'intelligence artificielle, et notamment dans des modèles de machine learning qui viennent quand même retranscrire dans la technologie un comportement humain et un apprentissage humain. Mais néanmoins, il y a effectivement, je te rejoins, besoin de venir l'extraire et l'intégrer dans ces modèles. Donc voilà, et cette collaboration, c'est... certes, ça va permettre d'automatiser la fraude, mais de déclencher au bon moment l'intervention de l'humain. Et ça, la collaboration avec le marchand, nous, on le voit, c'est très puissant, jusqu'à l'arrestation du fraudeur. Parce qu'en fait, là, on parle de la détecter, la fraude, mais une fois qu'elle est détectée, on fait quoi? Là aussi, l'IA fait pas tout. Donc, une fois qu'on l'a détectée, il faut l'arrêter. Et donc, l'arrêter, ça veut dire aussi avoir les bons dispositifs qui sont peut-être automatisés dans les systèmes pour, par exemple, bloquer la livraison, bloquer la commande. Ou attendre que le fraudeur vienne réceptionner la marchandise, sauf qu'il y a la police à l'arrivée, quoi. Voilà, par exemple. Alors ça, c'est pas systématique encore. Vous voulez garder du temps pour parler du futur, hein, pour se projeter un peu. Puisque, en fait, moi, ce que j'ai en tête, c'est qu'à l'heure actuelle, l'IA, c'est surtout du machine learning. Hein, et donc, ce qu'on dit, c'est le learning, ça apprend de l'humain, globalement. Dans le futur, on aura beaucoup plus d'IA générative. Comment on va l'utiliser? Est-ce que va remplacer totalement l'humain? Peut-être, je ne sais pas si Cécile, tu veux nous dire 2 mots sur les solutions à venir. Et est-ce que comment tu vois les 4-5 prochaines années et la techno dans les 4-5 prochaines années? En dog year, en année chien ou dans 4-5 ans, en tout cas, le métier d'innovatique aura, et on ne sera peut-être pas le seul, aura profondément changé. Juste un point pour revenir sur... Parce que ce qui peut être demain en France et aujourd'hui en Allemagne, c'est un pays qu'on regarde de près chez Innovatique. Et du coup, on regarde aussi de près, pour un éventuel partenariat, ce que fait la Schufa. J'ai plus en tête trop la signification. C'est une énorme plateforme collaborative privée, comme seuls les Allemands savent faire, basée sur un principe de réciprocité. Et ce qui est intéressant, alors ça fait rêver ou pas, mais en tout cas, ils ont les datas suffisantes pour du coup faire de l'IA, etc. Je crois qu'il y a 82 Fairtrax Partners, donc tu me files de l'info, j'en récupère, etc. Et surtout, ils ont des datas sur 68 millions d'individus. Donc je ne sais pas combien ils sont, enfin à peu près 80. Voilà, donc 80%, 6 millions d'entreprises. Bon, ils existent depuis, je sais pas, plus d'un siècle peut-être, mais voilà, il y a ce côté intéressant. Ils peuvent là, du coup, dérouler des scores prédictifs. Voilà, donc moi, c'était un peu mon demain à moi, c'est l'aujourd'hui Outre-Rhin. Et puis après, nous, le challenge principal chez Innovatique, c'est de se dire comment on analyse en fait comment on analyse tout court des flux plutôt que des documents, et surtout comment on détecte de la fraude dans des flux de données. Donc là, on va forcément switcher vers beaucoup plus d'analyse comportementale, comme vous le faites déjà. Est-ce que Laure, tu veux nous dire ce que... Oui, j'ajouterais qu'effectivement, au-delà des réseaux, on va dire, professionnels qui sévissent depuis très longtemps, etc., ce qu'on voit aujourd'hui qui se développe beaucoup, c'est ce qu'on appelle la friendly fraud. C'est tout ce qui est encouragé par ce qu'on appelle la fraude as a service, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus maintenant sur des messageries aussi, des réseaux sociaux aussi simples que TikTok ou Instagram, des fraudeurs qui mettent à disposition, vendent des modes opératoires pour monsieur tout le monde, en lui expliquant comment très facilement faire une fraude au retour pour avoir sa paire de Nike gratuite, par exemple, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on est effectivement confronté à une fraude qui se généralise avec des personnes qui ont l'impression finalement de pouvoir avoir un bon plan, alors qu'en fait, ils sont vraiment en train de frauder un marchand, de frauder leur banquier, etc. Et donc, c'est vrai que face à ça, on voit bien que, l'IA, forcément, a ses limites, parce qu'on est vraiment face à des choses qui sont difficilement modélisables, finalement, hein, parce que, par définition, ça se répand par les réseaux sociaux et chez monsieur tout le monde. Et ce qui est intéressant face à ça, c'est de se dire comment est-ce que finalement les investigateurs effectivement sont de plus en plus enrichis et augmentés par la technologie,
Moi, ce que j'imagine, c'est demain, chaque investigateur avec son bot, avec son analyse graphique des réseaux temps réel qui lui permet vraiment de voir les modes opératoires se déployer, se développer. Et donc vraiment, finalement, l'investigateur qui devient un analyste, qui est vraiment outillé avec des outils de type, effectivement, analyse graphique. Et évidemment, le data scientist qui va avoir les modèles pour définir les grands patterns et les anomalies dans les grands patterns. Mais je pense que vraiment, le métier d'investigateur, il va totalement se transformer et être augmenté finalement par ce genre d'outils. Merci beaucoup, Laure. Karine, vous te voyez beaucoup sourire, alors je ne sais pas si tu... Oui, j'ai souri sur le Fraud as a Service, parce que ça me rappelait une anecdote. En fait, oui, sur notre plateforme de prêt pour les TPE, on a demandé aux experts comptables, puisque c'est une profession assermentée, donc c'est très rassurant pour nous que ce tiers de confiance valide bien et qu'ils disent oui, c'est bien les bons comptes que j'ai certifiés. Alors, il se trouve que dans notre petite expérience, on avait vu un flot de dossiers d'un expert comptable qui avait un volume super élevé par rapport aux autres experts comptables de la France. Puis quand on a un peu investigué, il avait 87 ans, cet expert comptable. Donc, on s'est dit que soit il avait un flux d'affaires, un regain, il ne prenait pas sa retraite parce que, je ne sais pas, il n'y avait pas de succession sur cette région. Ou soit il y avait effectivement un petit malin qui avait vu qu'il y avait une fraude. Donc l'expert comptable, pour le coup, s'était fait frauder. Et donc il y avait un petit tips qui circulait dans sa région en disant « Mais pour 1 000 €, moi, je vous certifie les comptes et vous avez votre prêt en moins de 15 minutes, votre prêt BPI France. » Donc oui, j'ai souri. J'adore les fraudeurs parce qu'ils me font sourire et ils me font apprendre. Ils m'apprennent plein de choses, ils me permettent de devenir plus intelligente. Je trouve que la lutte contre la fraude, c'est absolument passionnant. Et vraiment, ne pas avoir peur de l'IA, parce que bien sûr qu'il faut qu'on ait ces outils, on est plus intelligent avec ces outils. Mais à la fin des fins, il y a quand même un truc qui reste, c'est le bon sens, le concret sur « waouh ». Vous l'avez dit, en 2 minutes, l'expert, il sait dire sur le panier, là, c'est de la fraude. Ben, c'est la même chose dans nos équipes, en fait. Il n'y a rien de mieux que le savoir-faire et ne pas avoir peur de ces outils. Il faut, au contraire, y aller à fond. Mais je crois qu'on n'a plus le choix, en fait. C'est-à-dire que vu les volumes de montants fraudés, en fait, on n'a pas le choix de s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour avoir des dispositifs efficaces. Après, je te rejoins sur, il faut dissocier un peu le fraudeur à la petite semaine, entre guillemets, alors qui est une menace assez protéiforme, donc compliquée à appréhender, en perpétuel mouvement, parce que sur les réseaux sociaux, etc. Et la fraude industrielle professionnelle, c'est-à-dire qui sont des réseaux extrêmement structurés, qui attaquent de manière très, très organisée, en utilisant de l'IA, en utilisant les réseaux dark, en étant aussi dans des pays où ils ne peuvent pas être extradés. Enfin voilà, on est sur des pros, quoi. Ils ont tout compris. Donc par contre, voilà, là, il y a 2 modalités déjà qui sont très différentes, qui n'appellent pas les mêmes outils. Et je pense que voilà, on ne peut pas se passer de l'IA aujourd'hui avec quand même ce deuxième réseau qui fait beaucoup de mal et qui est beaucoup plus compliqué à appréhender, et où là, les attaques, c'est pas une petite attaque de temps en temps. Quand ils attaquent un site, c'est d'un coup, c'est une rafale de 100 paiements frauduleux, en fait. Vous voyez, donc par jour, au moins. Donc voilà, on est obligé d'avoir des outils à l'échelle désormais, quoi. Et d'avoir des investigateurs sur le darknet, sur les messageries Telegram, etc., qui vont eux-mêmes aller identifier tout de suite ce qui est en train de se passer. Peut-être aussi je complète ça tout à fait. Pour donner une idée, il y a une question aussi de vitesse et de rapidité chez ces pros-là. Pour donner une idée, une diffusion d'une clé mot de passe ou autre sur un GitHub public, par exemple, entre le moment où l'erreur est faite, j'ai mis mon mot de passe par erreur, enfin un des développeurs a mis le mot de passe sur GitHub, et le moment où la première attaque a lieu, c'est 5 minutes. Il y a cette question de vitesse, le monde s'est accéléré, le paiement instantané est là. Donc il y a plein de choses comme ça où il va falloir prendre en compte justement cette vitesse et plus imaginer que on a le temps, on peut passer quelques jours à étudier le truc. Non, c'est dans l'instantané. Effectivement, ils sont extrêmement bien équipés et ils savent prendre avantage en fait de ces questions de rapidité et du coup de lenteur en face de l'attaqué. Il y a pas mal de choses. Ce qui est intéressant, moi à mon avis, sur la fraude, c'est tous les systèmes, ce que j'appelle de détrompeurs, qui vont être mis en place. Parce que c'est finalement ça la première chose. Avant de parler d'analyse, même par l'IA ou autre, c'est tous les systèmes qui, by design, font que le fraudeur ne peut pas
attaquer ça. Donc il va toujours, évidemment, un fraudeur, c'est comme un voleur dans une maison, il va toujours essayer de trouver le point faible. C'est pas parce que vous avez une porte blindée qu'il ne peut pas passer par la fenêtre. Donc c'est la même chose, c'est exactement la même chose dans le paiement. Donc tout ce qui va faire que tout va ressembler à une porte blindée, ça va faire qu'il y aura de moins en moins de passages pour les fraudeurs. On peut penser évidemment Verification of Payee, donc le VOP qui va arriver bientôt. On peut penser aussi au Request to Pay, que pas beaucoup de monde ne connaît, mais qui va arriver dans les années à venir et qui va permettre en fait, de faire de l'initiation du paiement par le payé. Donc ça change complètement la façon dont on va travailler et va permettre au payé, du coup, d'amener de la donnée supplémentaire. Donc ça peut être une signature, par exemple, ça peut être plein de choses qui vont faire que le payeur va se sentir rassuré et va même pouvoir traiter tout en automatique. Ça, c'est un élément important. De plus en plus d'API, de plus en plus d'automatisation. Ça va amener aussi moins de fraude interne, moins de fraude externe, plus d'automatisation liée justement au paiement. C'est-à-dire que si je commence à faire de l'automatisation, il va falloir que j'enrichisse un peu ma donnée. Je ne peux pas juste payer comme ça sans raison. Donc j'ai besoin que mes robots aient de la donnée, puissent l'analyser et donc fassent les paiements. Donc ça c'est des choses que moi je considère comme des détrompeurs. Il n'y a pas d'analyse particulière. Il y a un mécanisme qui permet que by design, les fraudeurs auront plus de mal à le faire. Et après, effectivement, il y a toute la chaîne d'analyse qui va s'améliorer au fur et à mesure. Et on aura toujours besoin de l'humain. On va rassurer tout le monde à la fin, que ce soit pour faire les modèles ou pour traiter les cas, d'aller mettre la police à l'accueil du fraudeur. Mais il y a plein de choses sur toute la chaîne qui peuvent se mettre en place en amont. Oui, pour revenir sur toute la chaîne, je vais prendre un exemple très simple, un parcours d'e-commerce. L'IA et l'humain sont très clairement complémentaires. Par exemple, ça commence souvent par le remplissage d'un formulaire. Souvent, un fraudeur, il a un certain comportement sur un device, sur un ordinateur. Et donc, il y a des solutions qui s'appellent du device fingerprinting. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable de simuler et de bien regarder comment le formulaire est rempli. Par exemple, c'est connu qu'un fraudeur, il utilise beaucoup la fonction tab, alors que le Pékin lambda l'utilise très très peu. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et ça peut être vu que par l'IA, parce qu'à un certain moment, il y a les contrôles d'identité, il y a énormément de choses, et puis à un certain moment, il y a la vérification d'identité qui arrive chez les opérateurs. Les opérateurs peuvent voir certaines choses. Mais par exemple, sur les pièces d'identité, il y a plein d'éléments de sécurité, notamment les polices. Les polices ne sont pas des polices publiques. Et grâce à tous les modèles d'IA, nous réussissons à reconstituer vraiment de manière extrêmement proche les polices des documents d'identité. Et souvent, les fraudeurs, ils se font avoir pour un pixel. Et ça, l'humain ne pourra jamais le voir, le pixel, alors que l'IA pourra le voir. Donc ça, c'était vraiment le premier point, vraiment de la complémentarité entre l'IA et l'humain. Le deuxième point, et je souhaitais vraiment sensibiliser l'univers bancaire. Alors, nous sommes dans un pays où le nom de fichier positif est plutôt un gros mot. En France, on est sur du fichier négatif. La fraude, en fait, c'est une lutte de tout le monde. On ne peut pas dire qu'on peut tirer un avantage concurrentiel de la fraude. Et même nous, éditeurs logiciels, industriels, là, il y a plusieurs acteurs qui font des choses absolument complémentaires. Et par exemple, chez nous, ce que nous disons à nos clients, c'est si vous le souhaitez, nous pouvons partager les bases de fraude. Ça commence peut-être par ça, parce que si la banque A se fait arnaquer par un client, je pense que la banque B, elle serait plutôt intéressée de savoir que ce client a essayé de les arnaquer. Parce qu'il faut savoir quelque chose, les fraudeurs, ils essayent un peu de partout, et quand ils ouvrent la boîte de Pandore, ils vont essayer avec A, B et C. Donc, j'ai envie d'être un peu taquin là-dessus, mais vraiment, voyez la fraude comme une lutte vraiment d'intérêt public et pas une petite défense de précaré. Ça me paraît hyper important. Et sachez que nous, côté FinTech, RegTech, etc., nous sommes vraiment très, très demandeurs de ça, parce qu'après, plus ça va aller, plus vous allez nous aider à améliorer l'efficacité de nos solutions et être très, très vertueux. Et ça, c'est là où il y a vraiment un grand point de rencontre. Et pour en revenir sur les solutions futures, Pierre, tu veux nous dire deux mots ? Sur les solutions futures, il y a un point qui va être assez révolutionnaire, c'est l'identité numérique.
Comme vous l'avez entendu, il y a des projets de wallet européens. Donc nous, Namirial, nous faisons partie d'un consortium Potential pour éditer un wallet européen, donc l'identité numérique européenne, qui va permettre de prouver son identité et mettre des attributs comme son diplôme, sa carte vitale et autres. Et donc, à un certain moment, il y a l'identité numérique, mais au moment de la création d'identité numérique, il faut bien, voilà, c'est Pierre Pontier, c'est l'identité numérique de Pierre Pontier. Donc, à un certain moment, au moment de la création de l'identité, il va bien falloir s'assurer que c'est bien Pierre Pontier qui a créé son identité. Alors nous, chez Namirial, il se trouve que nous sommes le premier provider d'identité numérique en Italie. En Italie, il y a 90% des Italiens qui ont déjà une identité numérique italienne qui s'appelle le SPID. Et sur cette partie-là, le point, ça va toujours être de se dire comment les fraudeurs vont pouvoir se déjouer de ça. Et à un certain moment, il va falloir faire preuve d'énormément d'ingéniosité. Et à un certain moment, ça va aller sur des modèles d'IA de plus en plus performants et qui vont s'auto-alimenter. Mais sachez que aussi un des points va passer aussi par la régulation. Et donc la régulation, ça peut être aussi une opportunité. Et le point, c'est que là-dessus, nous avons besoin, entre nous, prestataires de solutions, et vous, banques, de trouver vraiment ce qui va être le bon équilibre entre fluidité d'expérience client et sécurité. C'est-à-dire qu'à un certain moment, nous sommes aussi tous là pour faire du business et faire de la régulation pour de la régulation, mais à un certain moment, quand vous avez 100 clients, il n'y en a que 5 qui finissent parce que ça devient tellement une purge, ça va être compliqué aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver le meilleur équilibre. Donc une des tendances aussi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous allons la créer tous ensemble. Merci Pierre. On arrive à la fin de notre table ronde. Peut-être un mot de fin sur le thème, Sophie. J'aime bien la conclusion de Pierre parce qu'effectivement, c'est dur de faire mieux. Mais oui, je crois beaucoup dans cette collaboration. On le voit déjà, nous, avec les banques. Et c'est vrai qu'en matière de lutte contre la fraude dans le paiement, la clé, c'est la conversion, comme tu l'évoquais. C'est-à-dire qu'en fait, si on met des verrous partout, effectivement, on n'a pas de fraude si on ne fait pas de paiement, quoi. Donc, il y a un juste équilibre à trouver. Et ce juste équilibre à trouver, je le crois assez fort dans la collaboration aussi parce que... il y a des freins technologiques. Enfin, on l'a évoqué, faire de l'IA, ça demande aussi d'avoir les bonnes infrastructures derrière. Ça a un coût, ça demande une certaine vélocité, ça demande une certaine expertise. Enfin voilà, les systèmes d'information des banques intègrent énormément déjà d'améliorations et sont déjà contraints par la régulation de s'ouvrir et d'intégrer un certain nombre de nouveautés. Donc cette collaboration, elle est tant technologique que dans le partage d'infos, que dans le partage de bonnes pratiques, en fait. Voilà. Bon, un établissement comme BPI France ne peut que être d'accord sur la coopération entre acteurs. Quand je dis ça, je me mouille pas trop. Non, peut-être les outils de demain, ça dépendra aussi des fraudes de demain. Donc moi, il me tarde de voir les néo-fraudeurs et de voir quelles fraudes ils vont développer demain. Donc clairement, effectivement... moi, je pense que cette collaboration dont on parle, elle est clé. Nous, on le fait déjà dans le cadre des e-commerçants avec qui on travaille, puisqu'on mutualise déjà les données de fraude et les données du coup positives des e-commerçants avec lesquels on travaille. Et je pense qu'effectivement, ce qui est en train de se passer, ce que DSP3 va aussi faciliter, etc., va aider le monde bancaire à aller de plus en plus dans cette direction-là. Donc ça, évidemment, pour nous tous, acteurs de la lutte antifraude, ça va être clé, ça va être majeur. Donc effectivement, j'attends aussi beaucoup de ce que le régulateur est en train de nous préparer pour effectivement poser les bases d'une lutte antifraude beaucoup plus efficace parce que on va pouvoir beaucoup plus se serrer les coudes. Je trouve qu'il y a une analogie avec les 5 P de la médecine. Alors, je me rappelle plus des 4, enfin il y avait pas prévention dedans, mais le dernier en fait qui a été rajouté aussi par l'univers de la médecine, c'est pertinent, P comme pertinent. Et ça fait écho un peu, je trouve, à ce qu'on se disait là, c'est-à-dire ce que vous disiez au tout début, attention, la fraude ne doit pas non plus faire oublier le business et faire attention en fait au KRI, je crois qu'on met en place pour la fraude. Là, ce qui est important, c'est le business et le vrai acheteur et son parcours qui soit le plus fluide possible. Jean-Daniel.
Au niveau des banques, je pense que les banques ont toujours été confrontées à ce sujet-là. Ce qui est nouveau, je pense, c'est plutôt maintenant leur envie d'aider leurs clients aussi sur ce sujet-là. Que ce soit sur la fraude, sur la cybersécurité, sur tous des sujets qui sont à la fois très techniques, où il faut bouger vite, où il faut se mettre au goût du jour constamment. Ça touche vraiment à la technologie, ça touche à tous les systèmes. Donc je pense que c'est ce qui va aussi se passer énormément. Beaucoup de prévention, beaucoup d'accompagnement des clients par les banques, de leurs clients par les banques pour leur propre fraude. Parce que derrière, il y a une fragilité aussi du client, et la fragilité, elle peut être énorme en fait. Il y a la petite fraude de la paire de Nike, mais il y a aussi la fraude beaucoup plus massive qui va faire que toute la trésorerie va partir du jour au lendemain. Et ça, c'est une question de vie et de mort pour les entreprises, et donc pour les clients des banques. Donc je pense qu'il va y avoir d'ailleurs, le fait que la Banque de France le fasse aussi, je pense qu'il va y avoir tout un système qui va commencer à faire énormément de prévention et à tous se poser ensemble pour travailler ensemble justement sur ces sujets. Merci à tous. C'était très, très éclairant. Je crois que tout le monde est d'accord sur la réponse à apporter. On a toujours besoin de l'humain, donc rassurez-vous. Mais moi, ce que je voudrais dire et ce que je dis souvent à mes clients, c'est que la techno, elle est indispensable. L'humain, en effet, il est indispensable. Il faut choisir la bonne techno par rapport au bon cas d'usage. Donc moi, je vous invite vraiment à savoir à quoi vous êtes exposé de manière très précise. Et ensuite, quelle est la techno qui va venir bien adresser les différents risques auxquels vous êtes exposé. Et c'est un choix assez important, donc de l'analyse des risques spécifiques à votre organisation humaine, des systèmes d'information de votre business model au sens large, c'est extrêmement important. Donc je vous invite à faire ça et puis de garder vos employés pour continuer à lutter contre la fraude. Merci beaucoup.